Oui, bonjour à tous. Enchantée, bienvenue à ce webinaire qui s'adresse tout particulièrement aux managers qui encadrent des équipes qui travaillent en télétravail. Et si vous êtes manager et que vous vous interrogez sur les meilleures façons de faire pour soutenir vos équipes, eh ben, vous êtes au bon endroit. Nous sommes deux ergonomes de la ST35. Je suis Hélène Golubkov et je suis accompagnée par mon collègue Damien Jolan. Bonjour. Donc cette Merci Damien. Donc cette présentation, ce webinaire va durer, 1 heure, hein, approximativement. Il se décline classiquement, en 2 parties. Une première partie où on va vous exposer, différents points, les 5 points que vous voyez, actuellement sur votre écran. Et puis ensuite, il y aura une deuxième partie, d'1/4 d'heure à peu près, pour répondre à vos questions que vous pouvez formuler, sur le chat, qui est à votre disposition. Donc n'hésitez pas, tout au long du webinaire, à apporter vos questions. Alors, j'ai un petit problème, excusez-moi. On recommence. Donc le travail, donc il est nécessaire, dans un premier temps, de faire une distinction entre le télétravail à 100, celui qu'on a connu, lors du premier confinement, en mars 2020, qui est un télétravail qui s'est, déroulé dans un contexte de crise sanitaire que vous connaissez tous évidemment. C'est un télétravail qui s'est mis en place d'une manière non préparée, par les directions et imposé aux salariés, avec des contextes, on le connaît tous, avec la présence des enfants, des conjoints, des situations qui étaient franchement pas idéales. Aujourd'hui, on est plutôt dans un travail pérenne, dans une organisation hybride, avec un temps de travail découpé sur des temps de présence sur site, où on est en collaboration avec ses collègues, et puis des temps de télétravail à domicile, ce qu'on appelle en distanciel. Normalement, au jour d'aujourd'hui, dans les entreprises, c'est une organisation qui est choisie, qui est cadrée et qui est réalisée sous forme de conditions, hein. C'est-à-dire qu'en général, un nouveau salarié, qui vient d'arriver dans une entreprise, on ne le met pas tout de suite, en télétravail parce qu'on estime qu'il n'est pas suffisamment, autonome. Donc une fois que cette distinction, elle est faite, on peut se poser les questions, de l'impact du télétravail. Alors aujourd'hui, on a suffisamment de recul, hein, depuis, 18 mois que cette organisation, s'est développée, hein, sur les avantages et les inconvénients du télétravail. Alors je vais passer très rapidement sur ce point-là. On sait aujourd'hui qu'il y a un impact au niveau des salariés. Il y a des effets extrêmement positifs, notamment sur la concentration, sur l'organisation, travail, et vie familiale, et avec également, des temps de trajet qui n'existent plus et qui permettent d'avoir un petit peu plus de souplesse dans la journée, hein. Il y a également quand même des effets, négatifs au niveau des salariés avec un risque d'isolement notamment. Il y a également un risque au niveau du collectif, avec une dilution du collectif puisque les gens, ne se rencontrent plus. Il y a des échanges formels et aussi informels, qui sont plus pauvres, avec vraiment ce risque de délitement. Mais il y a également les fonctions managériales, hein, c'est-à-dire vous qui êtes également, impactés à plusieurs niveaux par la mise en place du télétravail. Au niveau du management, il y a 2 risques, qui sont, répertoriés. C'est le risque de développer un management à œillères. Alors, c'est quoi le risque du management à œillères? C'est, le manager qui met en place, le télétravail au niveau de ses équipes, mais qui ne souhaite pas, modifier, la façon de manager et sa façon d'organiser, hein. Il ne prend pas en compte ce télétravail. Donc il garde exactement sa même méthodologie, sa même façon de faire, et il se réadapte pas. Donc ça, évidemment, ça va avoir des effets plutôt négatifs, hein. Il y a exactement, enfin, il y a un autre risque également, c'est le développement d'un management de type angoisse. Donc là, c'est le manager qui, mmh, qui est un petit peu, je dirais un peu contre le télétravail, en tout cas, qui a beaucoup de doutes sur la façon de travailler de ses opérateurs, et pour se rassurer, il va développer un management de type, contrôle excessif, où il va tout le temps être, derrière ses salariés pour leur demander, pour vérifier s'ils travaillent bien, et il va être, dans une démarche plutôt angoissante. Évidemment, c'est pas des choses, sur lesquelles il faut développer. On va vous présenter, plutôt les choses vers lesquelles il faut tendre.
Il y a, également d'autres indicateurs, hein, aujourd'hui qui apparaissent sur les difficultés des managers, lorsqu'ils développent le télétravail dans leur entreprise. Donc là, j'ai repris, une question qui a été mise en évidence par un questionnaire qui a été traité par Malakoff Humanis, hein, sur l'année 2020. Donc ça reprend un petit peu l'historique de ces 18 derniers mois. Et la question auquel répondent les managers est: quelles sont les difficultés que vous rencontrez, hein, depuis la mise en place du télétravail de vos collaborateurs? Donc vous voyez, hein, sur mon écran, différentes questions, hein. Les réponses, les 4 premières réponses qui sont les plus importantes, hein, ça concerne les difficultés pour détecter les collaborateurs en difficulté, les difficultés pour gérer la fragilité des collaborateurs, les difficultés pour maintenir le lien et une diminution des échanges informels. Donc on voit bien qu'il y a un enjeu, extrêmement, important sur tout ce qui est communication et rentrer en relation avec ses collaborateurs. Ça représente, plus de 40 des réponses. Ensuite, sur les 3 dernières questions, ça va être des difficultés pour répartir la charge de travail. Ça va être des difficultés pour ne pas favoriser ou défavoriser un collaborateur et également des difficultés, pour adapter votre mode de management. Donc, je vais me saisir de cette dernière difficulté pour adapter le mode de management pour passer le relais à Damien qui va qui va vous aborder ce point sur le télétravail, la base, construire une relation de confiance. Alors, quelques instants, il va falloir que je coupe mon partage écran pour que Damien puisse reprendre la main. Oui, donc j'espère que tout le monde m'entend bien. Donc effectivement, bonjour à tous, à ceux qui sont arrivés un petit peu en retard. Là, je vois qu'il y en a d'autres qui se sont connectés. Je reprécise qu'il faut vous pouvez effectivement, vous poser des questions à tout moment. On essaiera d'y répondre en fin de webinaire, d'accord? Donc moi, pour continuer, pour aller sur le vif du sujet, sur la construction d'une relation, et d'un management qui va s'adapter un petit peu au contexte télétravail. L'objectif effectivement, c'est un petit peu un changement de paradigme. C'est-à-dire que tout à l'heure, Hélène vous a parlé effectivement de différents types de management à œillère ou à angoisse. Là, l'objectif, ça va être d'aller sur, on va dire un management, une culture du présentiel vers une culture un petit peu du distanciel, si je puis dire. En faisant le plus possible, on va dire, évoluer nos représentations où en fait on pensait que, par exemple, un salarié avait, sa veste derrière son siège de travail en présentiel, donc c'était qu'il était là, qu'il travaillait, à quelque chose où on ne le voit pas, on ne sait pas trop ce qu'il fait et pourtant il faut quand même lui faire confiance. Donc c'est vraiment ça va être basé là-dessus. Donc et surtout s'affranchir du carcan, si je puis dire, présence égale travail. Effectivement, aujourd'hui, ce qu'il faut avoir bien en tête, c'est qu'une journée en présentiel, égale une journée en travail, effectivement en distanciel. Parce qu'effectivement, voire même dans certaines activités où, par exemple, on peut être, assez sujet aux interruptions de tâches par le téléphone, par les collègues qui peuvent passer dans les bureaux, dans les couloirs et cetera pour poser quelques questions. Dans certains dossiers qui nécessitent de la mémorisation, de la concentration en fonction de l'activité de travail, par exemple, eh bien, ça va être beaucoup plus productif et je pense que là, vous avez un certain retour sur les choses pour le dire, que du coup, en télétravail, des fois, on peut avancer sur le fond, sur les sujets de fond, on va vraiment être concentré, focalisé et ça va nous permettre d'être des fois même encore plus productifs qu'en présentiel. Donc finalement, avant toute chose, le télétravail commence dans la tête des dirigeants et dans la tête de vous, mais également des dirigeants des entreprises. Alors pour ça, pour mettre en place cette nouvelle organisation basée sur la confiance, l'objectif, c'est d'éviter justement l'écueil que l'on peut avoir souvent, c'est le surcontrôle et le contrôle en général. Pas de souci, d'accord. Le contrôle c'est d'éviter d'aller trop sur ce côté il faut essayer d'aller sur la responsabilisation, l'autonomie et la confiance auprès de vos collaborateurs. Alors pour ça, effectivement, ça, voilà, c'est un petit peu ce qu'il faut éviter, ce qu'il faut tendre à éviter. Le contrôle à outrance où on voit des choses, par exemple, où il y a des logiciels de tracking de la souris ou avec la caméra aussi qui peuvent, contrôler si on est bien derrière son écran et cetera. Ça, c'est des choses qui créent un mal-être au travail qui est vraiment important, qu'il ne faut pas sous-estimer. Donc il faut vraiment éviter ce type de management, pardon. Donc comme je disais, instaurer un management qui repose toujours sur la responsabilisation, l'autonomie, la confiance, mais avant tout,
pour nous, le manager a un rôle de ce côté distanciel. L'objectif est vraiment plutôt de coordonner, plutôt que contrôler et tout en contribuant auprès de vos collaborateurs à développer les compétences, à avoir un rôle plutôt de pilote stratégique, si je puis dire. Et c'est celui en fait, vous allez être, à mon avis, en tant que manager, celui qui donne du sens au travail parce qu'en plus avec ce délitement du collectif, ça va être vraiment essentiel. Donc en gros, pour synthétiser cette diapo, cette slide pardon, c'est effectivement d'axer pas trop sur le contrôle, mais sur les objectifs et les moyens en faisant confiance. Sauf que pour ça, il y a nécessite des prérequis. Hem, Ça nécessite des prérequis. C'est-à-dire qu'effectivement, le prérequis minimum, c'est, d'avoir au moins le soutien de votre direction. Si votre direction ne croit pas en télétravail, déjà, ça va être très compliqué de le faire. Alors c'est vrai qu'on n'a pas trop précisé, mais on parle de télétravail pas 100, on parle plutôt de travail hybride, c'est-à-dire avec, du travail qui pourrait se réaliser, entre 1 et 3 journées par semaine, disons, mais surtout pas du full télétravail. Même si effectivement ça peut rentrer en compte, mais ça va accentuer les effets négatifs, mais nous on va plutôt s'axer sur le travail, hybride et le télétravail hybride. Donc pour continuer, sur le soutien de la direction, en fait, c'est un prérequis essentiel pour la mise en place des choses. Si vous n'avez pas le soutien de votre direction et que vous ne pouvez pas remonter vous-même les problèmes et être soutenu par votre direction, c'est pareil, vous allez vous retrouver en difficulté, pour, pouvoir assurer votre rôle de manager auprès de vos équipes. Donc, il est essentiel de pouvoir, vraiment clarifier votre rôle, reprioriser parfois certaines missions, notamment vis-à-vis du reporting, on va en reparler. Partager donc comme je disais les difficultés auprès de vos de la direction, de vos équipes et que vous puissiez trouver des réponses, à apporter, auprès de vos collaborateurs et puis, bah, pareil informer des directives de l'entreprise et cetera et toujours se mettre, toujours être d'accord et dans cette culture du télétravail. En plus de ce côté soutien du manager, il faut également aussi assurer les moyens un petit peu techniques, alors que ce soit des équipements de travail par le mobilier, les petits supports, aussi d'activité, c'est-à-dire supports, qui peuvent être mis en place pour, à domicile. Également s'assurer que la connexion, au logiciel métier notamment soit effectivement essentielle et que en fait, l'objectif, c'est de se dire, par exemple, ce qu'on peut faire en distanciel, on peut le faire également en présentiel et inversement et donc il faut qu'on puisse y accéder facilement, que ce soit pas, très compliqué, qu'on puisse vraiment accéder à tout l'ensemble de nos dossiers aussi. Parfois, ça nécessite, vous allez le voir, de devoir, utiliser des nouveaux outils qu'il ne faut pas oublier d'accompagner vos collaborateurs à leurs usages parce qu'effectivement, on a des âges et des différents, on a des comment dirais-je? Des pratiques de l'informatique qui peuvent être également différentes. Donc, il faut pas il faut ce côté formation aussi, ça peut être essentiel parfois dans la bonne mise en place du télétravail. Voilà, donc là, je vais laisser un petit peu de nouveau, la place à ma collègue, Hélène, pour la partie, rentrer dans le vif du sujet avec maintenant comment est-ce qu'on agit sur la charge de travail? Donc Hélène, je te laisse le partage. Merci. Alors 2 petites secondes pour que je rallume mon partage d'écran. Voilà. Alors effectivement, comprendre, évaluer la charge de travail. Alors là, je ne vais pas parler de la charge de travail, dans ces notions de charge physique ou charge mentale. Il s'agit de s'intéresser à d'autres indicateurs, qui vont vous permettre, d'avoir une compréhension beaucoup plus large sur la charge de travail et qui vont peut-être vous permettre, en tout cas on l'espère, à dégager des leviers d'action pour pouvoir soutenir vos équipes. Alors la charge de travail, 3 dimensions à distinguer. Nous, en tant qu'ergonomes, c'est vraiment des outils qu'on déploie. Alors l'idée, c'est pas de faire de vous des ergonomes, mais c'est essayer de vous expliquer un petit peu, de donner quelques petites astuces sur, comment aborder la charge de travail avec mes collaborateurs pour que ça ait du sens et que moi, en tant que manager, je comprenne la réalité de leur travail. Alors, les dimensions à distinguer, la première dimension, c'est la charge prescrite. La charge prescrite, c'est le travail qu'il est demandé de faire, c'est ce qui est prévu, ce qui est organisé par l'organisation, par le prescripteur. L'organisation, l'entreprise, la structure, vous l'appelez comme vous voulez, elle met en place des outils, des moyens
Elle met en place des procédures. Alors là, selon les entreprises, les procédures, ça peut être, un grand écart, hein. Il y a des entreprises où c'est très, très prescriptif au niveau des procédures. Il y a des situations où ça va jusqu'à dire, vous prenez la pièce de la main gauche, vous la faites tourner d'un quart de tour et vous prenez la pièce dans la main droite. Ça, on comprend, c'est très, très prescriptif. Dans d'autres structures, par exemple les startups, des choses comme ça, les procédures, elles sont beaucoup plus floues, hein. On vous demande juste de créer un logiciel, après, le reste, la façon de le faire, c'est pas du tout il y a pas de procédure vraiment mise en place. En tout cas, dans toutes les entreprises, il y a également des objectifs et des atteintes, à atteindre, des objectifs en termes de qualité ou en termes de quantité. Donc ça, c'est des choses prescrites. Évidemment, on le sait bien, entre la théorie et la pratique, il y a un monde. Et là, effectivement, nous, en tout cas, en tant qu'ergonome, on va s'intéresser à la charge réelle. La charge réelle, c'est ce qui est réellement réalisé, par l'opérateur, par le salarié, ce que l'individu met en œuvre pour atteindre ses objectifs. Alors, pour illustrer mes propos, je vais prendre, un exemple concret que moi, en tant qu'ergonome, j'ai observé, pour un peu apporter du sens à ce que je raconte et que ce soit pas trop théorique. Je prends l'exemple d'une assistante commerciale que j'ai observée dans une entreprise. Son entreprise mettait en place des structures, frigorifiques dans les entreprises, soit dans les usines, soit dans les cantines scolaires, soit chez les grands traiteurs, donc du mobilier assez spécifique. Et donc, le prescriptif de cette, assistante commerciale, c'était d'établir le devis, de gérer le planning, des techniciens qui vont, chez le client installer le matériel et puis ensuite, c'est d'assurer la facturation. Donc ces tâches-là, ce sont des tâches qui sont télétravaillables. Elle pouvait le faire à domicile, avec, l'outil informatique évidemment qui va bien. Donc moi, en tant qu'ergonome, lorsque j'interviens sur ce genre de situation, lorsque j'arrive auprès de la salariée, je lui demande ce qu'elle a prévu de faire dans sa matinée, hein. Et donc là, l'objectif, c'était d'établir, une facture pour un gros client. Et donc je lui ai demandé: «Voilà, il est 8 heures ce matin, vous pensez mettre combien de temps pour réaliser cette facture?» Elle me dit: «Si tout va bien, je pense que j'en ai pour 40 minutes». Donc moi, j'observe le travail réel et en fait, on s'aperçoit qu'elle a mis 70 minutes pour, sa facturation. Alors qu'est-ce qui s'est passé? En fait, pour faire la facturation, elle part du devis, mais elle doit vérifier plusieurs informations. Elle doit vérifier, la fiche client, voir s'il n'y a pas d'erreur au niveau de l'identité du client, de son numéro, client et cetera. Elle vérifie la grille tarifaire puisqu'en fait, ce que je vous ai pas dit, c'est que le devis qu'elle transforme en facturation, c'est un devis qui a déjà plus de 8 mois. Il y a eu beaucoup de dysfonctionnements et de difficultés à convenir d'un rendez-vous, donc déjà, c'est un devis qui a 8 mois. Donc il fallait qu'elle vérifie la grille tarifaire, voir s'il n'y avait pas des modifications. Il fallait qu'elle vérifie les références du produit. Il faut également qu'elle regarde les dates d'intervention du technicien et puis qu'elle regarde également son compte rendu d'intervention entre le devis et ce qu'il a fait réellement sur le terrain. Est-ce qu'il y a des choses qu'elle doit modifier au niveau de sa facturation? Déjà, pour avoir accès à toutes ces informations, elle avait besoin de 4 logiciels différents. Donc déjà, on comprend que c'est pas si simple que ça. Enfin, elle a 2 écrans, il y a 4 logiciels à lancer. Et là, ce que je montre dans mon petit schéma, le 404 erreur not found, c'est que déjà, il y a un logiciel qui est très, très lourd, qui marche pas très bien, qui rame tout le temps. Il y a tout le temps le sablier. Donc déjà, la salariée, elle s'agace parce qu'elle n'arrive pas à être efficace parce que le logiciel, bloque, des choses comme ça, et cetera, et cetera. Ensuite, pour vous la faire courte, pourquoi elle a mis 70 minutes? C'est qu'entre-temps, lorsqu'elle a pris en charge, cette activité-là, elle a géré 3 appels clients, mais des appels qui étaient assez longs, et assez, difficiles puisque c'était, prévoir, une intervention, d'un technicien. Sauf qu'elle, elle a en charge 7 techniciens qui n'ont pas tous les mêmes qualifications, donc il faut déjà choisir le technicien qui est en capacité de mettre en place le matériel, mais il y a aussi une zone géographique. Donc il faut, quand elle a le client en ligne, qu'elle vérifie les plannings. Enfin voilà, on sent que c'est long et un appel client, c'est à peu près déjà, 10-12 minutes, à prendre en charge. Et puis pendant le temps où elle répond au téléphone, elle a déjà un petit peu complètement zappé ce qu'elle était en train de faire et que lorsqu'elle reprend son dossier facturation, il faut qu'elle se remémore: «J'en étais où?» Enfin voilà, on se rend bien compte que dans la réalité, c'est un petit peu plus compliqué.
Elle a aussi géré, un appel technicien, qu'il a appelé, en état de stress en lui disant: «Je dois aller sur le terrain, sur un site client, je le trouve pas, je suis complètement paumée, est-ce que tu peux m'aider? Mon GPS plante, j'ai du retard». Donc elle a aussi fallu, accompagner son collègue. Et puis elle a été également sollicitée par 2 collègues en interne parce que cette personne-là, c'est une personne, qui a 30 ans d'entreprise. Elle est un petit peu, la référente et des clients. Donc souvent ses collègues, viennent l'interroger lorsqu'ils ont des doutes ou des questions sur des décisions qu'il faut prendre. Donc voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'effectivement, dans la théorie, si tout se passait bien, elle aurait dû mettre 40 minutes. Finalement, elle a mis 70 minutes. Elle a géré des pannes, des dysfonctionnements, des imprévus. Elle a été interrompue dans ses tâches et elle a dû, réguler, faire des arbitrages et puis, le sens de la qualité qu'elle donne dans ses missions, la façon dont elle répond aux clients, voilà, c'est fait qu'elle s'engage énormément dans sa relation, et donc effectivement, ça prend du temps. Tout ça pour vous dire que c'est un indicateur extrêmement important sur la charge réelle et on peut faire l'hypothèse que s'il y a beaucoup d'adaptations et beaucoup de régulations et qu'elles sont trop importantes, ça crée au final un écart entre le prescrit et les objectifs visés, parce que finalement on se rend compte qu'elle fait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de choses que ce que l'on pense. Mais ça crée aussi une sorte de malentendu et d'incompréhension sur la charge de travail parce que son manager, il se dit: «Bah, en fait, je comprends pas, un devis, c'est pas si long que ça. Tu es experte, tu devrais être rapide». Mais il se rend pas compte qu'en fait, elle résout plein de petits autres problèmes, avec ses collègues notamment. Donc cette compréhension de charge réelle, elle doit également être alimentée et complétée par une troisième dimension qui est la charge perçue. La charge perçue, c'est ce que ressent, l'opérateur, sur sa journée de travail, on peut dire ça comme ça, hein. C'est impacté par différentes choses. C'est impacté la charge, ressentie, hein, c'est impacté par le sens du travail. Quelqu'un qui va faire des choses qui n'ont pas de sens pour lui, ça il va avoir un sentiment de charge de travail, même si factuellement, c'est pas la réalité, mais ça va être tellement coûteux psychologiquement pour lui qu'il va se sentir en charge de travail. À l'inverse, les métiers, je vais prendre l'exemple du métier du soin, hein, qui sont des métiers où on a beaucoup de sens, beaucoup d'engagement. Les gens peuvent faire des amplitudes horaires colossales et pour autant, ils se sentent débordés, oui, on le sait bien, hein, dans ces milieux-là, mais c'est des choses qui ne sont pas du tout ressenties de la même façon parce que ça a du sens, ce que je suis en train de faire. La charge perçue, la charge ressentie, elle est également, conditionnée par les émotions, hein, que l'on ressent lorsque l'on fait, sa charge de travail. Si on a plutôt, une émotion, de stress ou d'inquiétude, c'est pas la même chose que si on se sent un petit peu challengé ou un petit peu, motivé par ce qu'on fait, parce qu'il y a du challenge, il y a un collègue qui nous demande un conseil, une aide, donc ça nous stimule. Voilà, c'est des choses qui viennent un petit peu, donner du sens à la charge perçue. On est bien d'accord, il y a également un caractère individuel, on n'est pas tous identiques par rapport à la gestion de cette charge de travail. Pour le dire un petit peu plus, d'une manière plus imagée, il y a des personnes qui naturellement voient le verre à moitié vide et puis il y a des personnes qui naturellement voient le verre à moitié plein. Bon ça fait partie de la vie, on ne va pas changer là-dessus, mais voilà, c'est des indicateurs qui sont quand même importants. Une fois qu'on a bien en tête, ces trois notions, hein, ça va vous aider à aborder excusez-moi. Ça va vous aider à mieux gérer la régulation de la charge de travail. Alors dans charge de travail, on pense surcharge, hein, de manière assez naturelle. Il ne faut pas sous-estimer la notion de sous-charge qui est aussi, peut être très, très mal vécue par les collaborateurs. 3 manières, hein, de réguler la charge de travail. Il y a évidemment de la suivre et d'évaluer la charge travail. Donc là, petit détail ou petite aide, outil, méthodo pour mettre en évidence l'activité réelle. Je pense que vous l'avez, compris à partir de ce que je viens de vous raconter, c'est déjà échanger. Échanger avec vos collaborateurs pour comprendre l'activité réelle et y mettre de la visibilité. Alors ça peut être soit un échange, individuel entre vous et le collaborateur, mais ça peut être aussi un échange collectif par métier. Il faut bien que vous ayez en face de vous des personnes, tous les techniciens ou toutes les assistantes commerciales qui vont un petit peu chacun, apporter des éléments de leur ressenti sur le réel.
Ça passe également, donc là, nous, c'est notre méthodo, d'ergonome sur l'analyse des situations de travail. C'est pour comprendre ce qui fait charge. Bon là, c'est un peu un peu notre vocabulaire. C'est tout simplement essayer d'objectiver ce que vous dit un opérateur. Là, je vous ai raconté mon histoire de mon assistante commerciale. Heu, Tout le temps où je l'ai observée, faire son action de facturation, elle a eu des appels téléphoniques, j'ai noté, elle en a eu 3. Ils ont duré 12 minutes, il y en a un qui a duré 17 minutes. Voilà, et pour essayer de comprendre, en fait, le temps que ça lui prend et qui vient un petit peu, donner de la charge du travail qui est un peu invisible, donc essayer de un petit peu de rendre les choses un petit peu plus factuelles, et puis c'est aussi de comprendre, qui sont les interlocuteurs qui viennent la solliciter. Parce que peut-être qu'il y a d'autres ressources en interne et qu'il faut un petit peu le refaire un petit peu une mise au point sur, bah, arrêtez de solliciter Christine sur ces questions-là, essayez plutôt d'aller voir telle personne qui est vraiment dédiée, sur ces questions-là. Et puis, il y a un indicateur également, important, qu'on vous invite à mettre en place, c'est de mettre en place un suivi de l'activité, mais avec des indicateurs d'activité définis par les travailleurs. C'est complètement différent des indicateurs d'activité qui sont définis par les prescripteurs. Je vais essayer de m'expliquer. En général, pour évaluer la charge de travail, ou pour faire un bilan de la charge de travail, en fin de semaine, on va demander: «Alors, Christine, tu as traité combien de dossiers?» 5, 10, 15, 20. Le nombre de dossiers traités ne dit rien de ce que le salarié a mis, en place, pour traiter ces dossiers. Peut-être que 5 dossiers, si c'était des dossiers extrêmement longs, extrêmement difficiles, un client très compliqué, peut-être que c'était, vraiment le temps nécessaire. Contrairement à la collègue qui en a fait 10, mais peut-être que les 10 dossiers de la collègue, parce qu'elle est dans une zone géographique différente et qu'elle a des interlocuteurs différents, elle a des dossiers plus courts, donc on ne peut pas comparer un chiffre avec un chiffre. C'est également, peut-être que l'opératrice qui a traité 10 dossiers, elle a travaillé tous les jours jusqu'à minuit. Qu'est-ce qu'elle a mis en œuvre derrière pour traiter ces 10 dossiers? C'est ces questions-là qu'il faut vraiment aborder. Peut y avoir un petit, un un petit outil qui est de faire des réunions un petit peu, hebdomadaires et puis faire la météo de la semaine, hein, parce qu'avoir fait 5 dossiers, avoir fait 10 dossiers, c'est un chiffre, mais, comment tu l'as vécu? Est-ce que ça a été compliqué, tu as eu une seule semaine, tu en as fait 10, mais ça a été coûteux? Ou plutôt: «J'ai bien géré, j'en ai eu 10», et puis on essaye de creuser un petit peu. Ensuite, il y a une deuxième étape, hein, qui, une fois qu'on a suivi, évalué la charge réelle et qu'on a un peu plus de visibilité sur ce que c'est qu'également le travail au quotidien, ça va être d'adapter et d'ajuster. Donc là, il est important, et là, c'est tout le sens que doit enfin, c'est tout l'intérêt de votre rôle de manager, hein, c'est d'avoir la capacité de bien redéfinir les objectifs, si c'est nécessaire. Remettre en débat la qualité visée. Heu, je reprends mon exemple de l'assistante commerciale. Hem, Elle mettait énormément de commentaires sur chaque, je vous ai dit, elle travaillait sur 4 logiciels et elle répétait les informations, la même information dans les 4 logiciels, et je lui demandais: «Est-ce que c'est pas redondant de toujours transcrire, la même information, de la dupliquer 4 fois?» Et elle me dit: «Oui, c'est au dé pour effectivement là, ça prend du temps, mais après quand le collègue va chercher l'information, hein, au moins il est sûr de la trouver». Et elle me dit: «Moi, quand je repasse derrière une collègue, si elle a pas mis les infos, bah, je galère à essayer de la retrouver. Donc là, au moins, peut-être qu'il y en a beaucoup, mais au moins, on est sûr de la trouver». Donc ça, c'est des choses qui peuvent être débattues collectivement. Est-ce que ça a du sens de répéter 4 fois la même information? Oui, non. Mais en tout cas, on fait tous la même chose, hein, et puis si c'est non, on se dit: «OK, ben, cette information-là, on la met sur tel logiciel, mais qu'une fois, mais au moins on est sûr qu'on va la trouver à cet endroit-là», et pas avoir des pratiques individuelles qui font qu'après on s'y retrouve pas. Il y a également, une autre action, hein, qui peuvent être mises en place, c'est d'adapter les outils et le matériel. Alors là, il faut recueillir les besoins. Alors ça peut être, des outils, ça peut être très technique, hein, je reprends mon exemple de de ma secrétaire, commerciale. Je vous ai dit que son logiciel métier, voilà, il ramait, il buguait tout le temps, et j'ai eu l'opportunité de croiser, le responsable informatique qui me dit: «Bah, oui, mais ça m'étonne pas, Christine, elle a un PC, qui est vieux d'il y a 15 ans, qui soutient pas, en fait», et je lui ai demandé à ce que son ordinateur soit changé. Je suis passée 2 mois après et effectivement, ça n'avait plus rien à voir. Donc voilà, c'est tout bête, mais n'empêche que, ça vient aider quand même la salariée.
Donc voilà, donc pas hésiter à recueillir vraiment les besoins. Et puis ensuite, votre rôle, ça va être d'aider à prioriser, à réorienter, à arbitrer. Je reprends mon exemple de la saisie des informations. Est-ce qu'on saisit sur les 4 logiciels ou sur un seul logiciel? À la fin, c'est à vous d'arbitrer et de prendre des décisions. Ensuite, très rapidement, la troisième phase, anticiper, planifier. Il s'agit pour vous, d'identifier les situations de travail qui peuvent faire charge et notamment la charge récurrente, et y associer des solutions. Alors, on fait la distinction entre charge conjoncturelle et charge structurelle. Je vais prendre un exemple très concret, un magasin de jouets, hein. La charge conjoncturelle, c'est qu'on sait très bien qu'avant la période de Noël, il va y avoir une charge d'activité très importante qu'on peut anticiper. On emploie des intérimaires, voilà, on a des stratégies parce qu'on sait que ça va arriver. La charge structurelle, c'est la charge qui est là, toute l'année et qui est en lien avec une mauvaise organisation. C'est pas un événement extérieur. Donc une fois que vous avez déjà identifié ça, vous savez que vous pouvez mettre en place, et en tout cas avoir une réflexion sur comment je peux gérer cette charge-là. Estimer les temps nécessaires et les réajuster. Une fois que vous avez compris le travail réel, on peut un peu réajuster les choses. Et puis également prendre en compte les temps non travaillés. On a parfois des salariés, hein, qui baissent leur temps d'activité pour des raisons, personnelles et puis on oublie qu'effectivement, Christiane, elle est plus qu'à 4/5. Donc on n'oublie pas aussi de prendre cette information pour réguler la charge de travail. Grâce à cette visibilité sur le travail réel, vous allez pouvoir soutenir vos collaborateurs. Vous aurez vraiment un rôle de coordination et vous serez plus dans le contrôle excessif, de l'objectif final. J'espère que vous l'avez compris, c'est tout ça, ça va forcément passer par de la communication et poser des questions, à vos collaborateurs et ça me permet de repasser le relais, à mon collègue Damien qui va vous parler de la communication, au sein de l'entreprise. Damien, je te passe la main. Alors, effectivement, merci Hélène. Donc, effectivement pour la communication, l'idée c'est que là que vous avez vu sur la charge de travail, comment effectuer, des actions, l'objectif ensuite, le 2e point essentiel, vis-à-vis du travail à distance, c'est effectivement comment maintenir les liens entre vos collaborateurs, même entre vous et vos collaborateurs et comment, quelles sont les petites stratégies à mettre en place et qu'est-ce qu'il fait il faut un petit peu changer dans notre système managérial pour pouvoir s'y adapter. Donc c'est un peu ça l'objectif. Vous avez compris que l'objectif, c'est effectivement de trouver peut-être des coopérations qui prennent place soit à distance, soit sur le site pour, effectivement permettre à vos collaborateurs de garder un contact entre eux ou également de garder un contact avec vous. Donc par exemple, ça passe par soutenir et favoriser toute coopération qui pourrait être mise en place et même être proactif sur la proposition de travail, par exemple en binôme, des échanges de pratiques, des choses qui étaient pas forcément faites en présentiel parce que, bah, forcément on se voyait donc on avait du lien. Là, on en a un petit peu moins parce que chacun peut faire du télétravail de manière, indépendante et donc il faut retrouver ce côté lien, donc c'est des stratégies et donc valoriser, également les projets communs, donc pour en faire un maximum et prévoir même, ce qui peut être intéressant, c'est prévoir même dans la charge de travail, ce que ma collègue présentait juste avant, des coopérations informelles. Parce qu'effectivement, avant, là, on le voit bien en présentiel, hein, bah, les gens peuvent passer au bureau et dire: «Au fait, tu as vu sur ce dossier-là?» et puis là, c'est un échange informel qui commence à s'instaurer et qu'on perd finalement quand on n'est pas forcément sur site et qu'on est à distance et qu'on croise ses collègues. Parce que nous, on prend par exemple le lundi, mardi de télétravail et elle prend le jeudi, vendredi. Du coup, on n'a que le mercredi en commun, voire pas du tout parce que nous, on est partis. Donc on perd ce lien-là. Donc c'est comment continuer à le garder et le et le promouvoir même. Alors pour ça, bien entendu, il y a des nouveaux outils, de communication qui ont été mis en place. Je pense que je ne vais pas tous vous les détailler parce qu'à mon avis, vous les avez déjà mis en place dans votre entreprise depuis, bah, un moment là. Simplement, ce que j'aimerais, illustrer là-dessus, c'est que, l'objectif quand même de ces nouveaux outils, c'est qu'ils nécessitent aussi de réfléchir à leurs usages. C'est-à-dire qu'en même temps co-construire avec finalement vos collaborateurs les modalités d'utilisation de ces outils. Par exemple, je prends un exemple un petit peu comme fait ma collègue, donc Teams, que vous devez certainement tous connaître, hein, je ne me fais pas de soucis. Teams qui s'est développé énormément depuis donc le 1er confinement.
Cet outil-là est devenu un outil de transmission et de communication hyper important entre les collaborateurs, sauf que du coup, c'est pareil, cet outil-là a été aussi également dévié pour, transmettre, par exemple, des données officielles, sur, une charge de travail à effectuer, pour un collègue en envoyant ça par Teams. Mais du coup, sauf que Teams n'est pas le meilleur outil parfois pour pouvoir justement se retrouver avec, enfin pour retrouver déjà le message, pour savoir de quoi il s'agissait, qu'est-ce qu'il m'avait dit déjà, sur quoi je devais travailler, je me rappelle plus où est-ce que c'est dans la discussion. C'est pas le meilleur canal de discussion, enfin de communication pardon, pour s'en rappeler. L'objectif, c'est vraiment de se dire: «Bon alors par exemple pour ce que je dois dire là, quel est le meilleur canal de communication? Qu'est-ce que je veux y dire?» Par exemple, je vais vous proposer juste après un modèle, mais et ne pas oublier surtout que, par exemple, des échanges qui peuvent nécessiter des débats, des actions où on va devoir échanger un peu plus longuement, bah, par exemple, prioriser toujours le face à face et le présentiel, donc convenir de rendez-vous en commun, plutôt que de faire ça, par exemple, effectivement à distance où du coup, on va perdre un petit peu en qualité de présentation et puis le fait qu'on soit à distance, c'est un petit peu moins riche. Là, même là, par exemple, le fait de vous faire le webinaire, j'aurais préféré, moi, avoir un contact direct pour avoir vos retours directs, vos ressentis et cetera, plutôt que de le faire à distanciel, par exemple. Et donc là, dans la même idée, c'est de savoir comment, pour ce que je dois dire, est-ce que là, le distanciel pose un problème ou pas? Ou est-ce que je préfère privilégier le présentiel, le face à face et en fonction de ce que je dois dire, qu'est-ce que je vais utiliser? Alors, du coup, pour ça, voilà ce qu'on peut vous proposer. Par exemple, ce que nous on essaye de prioriser aujourd'hui en entreprise, c'est tout ce qui est communication officielle, donc c'est-à-dire voilà, prescription de charges, à effectuer, déb enfin, par exemple, information sur, le fonctionnement de l'entreprise, des choses assez importantes qu'il faut garder en mémoire, qu'il faut pouvoir stocker, retrouver facilement et cetera. Le canal privilégié de communication, c'est toujours le bon vieil email. On va dire ça comme ça. Parce qu'effectivement, c'est des choses qui se classent facilement, on a l'habitude et cetera. Par contre, effectivement, le canal Teams, par exemple, c'est un très bon canal pour pouvoir échanger avec ses collègues, savoir à la pause, quand est-ce qu'on se retrouve à la pause pour aller se faire quelque chose ensemble, de se faire peut-être une visio rapidement pour échanger sur une thématique spécifique. Si c'est quelque chose qui nécessite effectivement une communication urgente, le téléphone reste quand même la priorité parce que des fois on voit une sollicitation, Teams qui va interrompre la tâche de quelqu'un qui va être par exemple en télétravail, focalisé, concentré et qui du coup se reçoit un Teams et là hop, ça va le couper, il va dire: «Ah bon attends, il faut que je réponde à ça» et malheureusement, ça après le temps de se remettre comme a présenté tout à l'heure Hélène, bah, l'interruption de tâche, ça nécessite, du coup du temps supplémentaire pour réaliser à la base, pour l'assistante commerciale dont tu parlais, bah, effectivement, du temps supplémentaire et donc l'objectif, c'est de se dire, «Qu'est-ce que je vais utiliser si j'ai besoin d'une réponse rapide ou pas?» notamment, par exemple, pour les réunions aussi, qui nécessitent, comme je vous disais, du débat, bah, je pense que toujours le présentiel est toujours, intéressant à garder. Alors le SMS, c'est aussi une possibilité pour ceux qui ont des téléphones professionnels. Donc voilà, c'est un petit peu réfléchir en disant: «Je dois dire ça, quel canal je vais utiliser?» et pas forcément foncer sur ces nouveaux outils, notamment Teams et les visios qui se sont énormément développés bien entendu, mais qui imposent aussi des contraintes, que ça soit en interruption de tâches, que ça soit aussi pour difficulté pour retrouver les informations parfois. Donc il faut vraiment se poser les bonnes questions. Alors je continue. Heu, Comment maintenir ensuite les transferts d'informations? C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez, en tant que manager quelque chose qui vous arrive. Comment est-ce que vous le retransmettez à votre équipe? Comment est-ce que vous adaptez un petit peu le fait qu'il y en a qui peuvent être en distanciel, il y en a qui peuvent être en présentiel? Donc ce qu'on propose nous, c'est déjà de repenser un petit peu les réunions d'équipe. Aujourd'hui, vu qu'il peut y avoir des gens en présentiel comme en distanciel, c'est bien de redéfinir si vous voulez, enfin bien de préparer en amont si vous voulez les idées que vous voulez faire passer et celles dont vous souhaitez aussi avoir un retour, on va dire ça comme ça. Et donc pour, bien préparer également les choses, ça peut être intéressant de bien redéfinir les règles, bien clarifier les choses et peut-être sur des temps parfois plus courts même.
et en ciblant aussi les acteurs qui sont vraiment pertinents pour cette réunion, plutôt que de prendre toute l'équipe parce que, bah, vous êtes manager de toute l'équipe. Parfois, quand ça cible vraiment que 3 4 personnes, plutôt se faire ça et pour libérer du temps aux autres, et cetera. Définir également un temps de réunion, à respecter, ça permet de se dire: «Bon, bah, voilà, on respecte ça et on définit un temps et on échange à propos de ça». Si on voit que ça déborde, bon, bah, on pourra reproposer quelque chose. Et enfin, ce qui permet aussi d'être intéressant, c'est de garder une trace, donc soit faire un compte rendu, soit effectivement avoir quelque chose qui permet de pouvoir repartir d'une base pour la prochaine fois. Bon, également déterminer, ça c'est hyper important aussi pour le transfert d'informations, c'est déterminer un moment en présentiel comme avec vos équipes. Par exemple, je dis n'importe quoi, nous, ici à la ST35, tous les vendredis matins, on a une réunion, heu, pour pouvoir, enfin c'est tous les 15 jours plutôt, mais pour pouvoir se voir, parler, échanger, et on sait que moi là, on va toute l'équipe, des préventeurs vont être présentes, et on va pouvoir justement presque même aussi, échanger sur les dossiers un peu compliqués, ce qu'on ne pourra pas forcément faire justement par le distanciel, et donc déterminer un moment présentiel commun, c'est quand même aussi essentiel. Enfin, partager les lignes directrices et les priorités, ça c'est vrai que c'est un peu aussi, revoir un petit peu, par exemple, notamment le reporting, c'est-à-dire, se réassurer au niveau du reporting utile. Ce que j'appelle reporting utile, c'est-à-dire qu'avant en présentiel, vous deviez, renoter des choses et des actions effectuées. Là, du coup, du jour au lendemain, il faut peut-être revoir un petit peu ces règles-là pour se dire: «Bon, qu'est-ce qui finalement est utile et perspicace? Qu'est-ce qui ne l'est moins?» Qu'est-ce qu'on attend de toi? Quels sont tes attendus, tes objectifs, plus que d'avoir un tableau à remplir chaque jour, et cetera, qui peut être chronophage et faire effectivement, obstacle un peu au bon déroulement de l'activité de travail. Enfin, effectivement, juste aussi renforcer les échanges réguliers individuels. Alors ça, c'est vrai que c'est pour faire le point avec, en fait, ce que disait un petit peu aussi Hélène sur la charge de travail. C'est-à-dire, faire le point entre les ressources dont on dispose, les contraintes dont on fait face, la problématique aussi vie privée, vie professionnelle que vos collaborateurs peuvent, avoir, et c'est de pouvoir s'assurer en fait au plus près de l'activité de leur travail, au plus près de leurs tâches, comment ça se passe. En fait, c'est finalement nous, on le dit de la manière suivante, c'est-à-dire que c'est pas réfléchir en termes de poste, c'est réfléchir en termes d'activité de travail, et c'est vraiment différent, et de tâches. C'est-à-dire que c'est vraiment différent, c'est vraiment de se dire: «Bon alors, ton poste il consiste à faire ça, d'accord, mais dans ton activité, qu'est-ce que tu préfères faire en télétravail à distance parce que ça va te proposer de la mémorisation, la concentration, et cetera, et qu'est-ce que tu as préféré faire, en présentiel avec le matériel aussi adapté peut-être et tout, et quelles sont encore tes contraintes dont tu disposes ou pas, et cetera, et cetera». Et surtout être toujours, attentif aux améliorations qui remontent de la part des collaborateurs, parce que souvent elles sont quand même, réfléchies et attentives, au terrain. Et donc ce que je disais, c'est l'occasion de développer des formes de management plus près de l'activité. Enfin, pour terminer sur la communication, je regarde l'heure quand même, pour terminer au niveau de la communication, s'assurer d'une efficacité d'équipe et individuelle. Alors ça, c'est effectivement, il faut que vous-même, en tant que manager, vous soyez un petit peu le modèle, si je puis dire, et que vous soyez également vous-même partisan du télétravail, et que vous soyez aussi le modèle de respect du télétravail, que ça soit également au niveau de droit à la déconnexion, ça soit au niveau du respecter aussi les temps de réunion, comme je disais, pas faire des réunions qui durent 2 3 heures, et cetera, et se passer aussi les visios entre elles, essayer de garder du temps aussi entre les visios, bah, pour aller aux toilettes, pour se boire un coup, pour, prendre un café avec ses collègues aussi si possible. Quand on voit des gens qui enchaînent des fois, 4, 5, 6 visios dans la journée, je suis pas persuadé qu'au niveau qualitatif, les visios qu'ils vont suivre en fait vont être quelque chose dont ils vont avoir un souvenir important, et eux-mêmes pourront vraiment s'investir dedans, à proposer des choses, et cetera, parce qu'au bout du 6e, bon, bah, on n'en peut plus, quoi. Effectivement, donc prioriser, répartir le travail, se redire: «Bon, bah, du coup, ce que je disais tout à l'heure, qu'est-ce que tu préfères faire, là-bas, en télétravail? Qu'est-ce que tu préfères faire sur site? Qu'est-ce que on va répartir les choses comment?» et cetera. Ce qui est important également pour s'assurer d'une efficacité, c'est des points de vigilance avec les objectifs. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui arrive dans l'entreprise, qui ne connaît pas encore sa culture de l'entreprise, qui ne connaît pas non plus encore comment ça fonctionne, ça sera peut-être pas forcément adéquat de le mettre directement en télétravail, de lui proposer le télétravail hybride. Il faut s'assurer quand même d'un minimum d'autonomie, un minimum donc d'ancienneté, comme je viens de le dire,
également qui dispose de compétences, adéquates. Quelqu'un qui est très dépendant de d'autres personnes va difficilement pouvoir être en télétravail. Et puis pareil, quelqu'un qui travaille à mi-temps, par exemple, bah, ça va si on le met en plus en télétravail, on va plus du tout le voir dans la semaine, c'est pas forcément adéquat. Donc c'est un peu co-construire ces règles-là, définir des choses un petit peu quand même, des points de vigilance à éviter pour continuer à voir vos collaborateurs, hein, quand même. Donc voilà. Et enfin, et c'est un des points quand même les plus importants, valoriser la contribution de votre équipe, alors que ça soit effectivement, par des choses qu'on connaît déjà hors télétravail comme, bah, le remerciement, rémunération, gratification, blablabla. Ça peut aller également par une augmentation de l'autonomie justement. Alors autonomie ne veut pas dire on le laisse dans son coin. Ça veut dire effectivement qu'on lui laisse, la capacité de gérer des choses qui sont parfois de plus en plus compliquées avec, des moyens qu'on met aussi à côté. Toujours également, bien passer le message de ne pas attendre d'être sous l'eau pour, alerter. Pareil également, il faut en tant que, comment dirais-je, en tant que manager, il faut vraiment là, votre rôle aussi, c'est d'être attentif aux signaux faibles. Quand je dis signaux faibles, c'est-à-dire, vous recevez un mail à 22 heures ou à 6 heures du matin ou le week-end ou des choses comme ça, ou alors à l'inverse, vous envoyez des mails et vous n'avez pas de réponse. Ça, c'est des signaux faibles qui sont, aussi à l'origine peut-être de mal-être au travail ou de difficultés ou un quelconque événement même dans la vie personnelle ou professionnelle qui peuvent être pas toujours simples. Et donc c'est aussi à ce moment-là qu'il faut être vu qu'on n'a pas ce côté présentiel et proximité, il faut quand même être encore plus attentif à ces signaux faibles. Voilà, donc permettre finalement à vos collaborateurs de faire un travail de qualité sans se sentir isolés. Voilà, en gros, je vais repasser rapidement à Hélène, la main et on va terminer ensuite, la on va vous terminer la suite. Hélène, Merci Damien. merde, non, revenir, mince, attends, je me suis trompé Alors de je prends la touche. relève. Les 2 dernières parties, hein, sont beaucoup, beaucoup plus courtes, hein. Oui, rassurez-vous. Ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus juste le temps que je me connecte. Donc ajuster les règles de travail. Évidemment, hein, le télétravail, ça nécessite, une nouvelle organisation. Qui dit nouvelle organisation, dit nouvelles règles de travail. Ce qui va être le plus efficace et le plus pertinent, et on insiste beaucoup, nous, en tant qu'ergonomes, sur ce point-là, c'est de co-construire ensemble les règles de travail et qu'elles soient construites dans le partage. C'est-à-dire que vous êtes à peu près certain d'être dans une situation d'échec si vous décidez d'une règle tout seul dans votre bureau et que vous arrivez devant vos équipes en disant: «Bon, bah, voilà, à partir de la semaine prochaine, on va fonctionner comme ça». C'est pas sûr que ça passe, c'est pas sûr que ce soit construit. En tout cas, ça risque d'être largement discuté. Vaut mieux anticiper ces règles-là, les construire ensemble. Voilà. Comment vous pensez à partir du maintenant, ça fait 6 mois qu'on est en télétravail, est-ce qu'il y a certaines règles que vous souhaitez, qu'on modifie, qu'on réajuste? Qu'est-ce que vous proposez? Co-construire les choses. Ça va aussi s'alimenter et puis, on ouvre un peu les chakras et puis chacun apporte sa solution ou des idées nouvelles et puis ce qui fait qu'à terme, au bout d'une demi-heure, bah, finalement, on fait consensus tous ensemble sur une règle et on y adhère parce qu'on a compris pourquoi on mettait cette règle en place et pas une autre. Et là, à partir de ce moment-là, vous allez avoir l'engagement de vos équipes, ça va avoir du sens pour eux. Mais évidemment, ces règles-là, elles sont faites et elles doivent, être réajustées. Réajustées pour plusieurs raisons, parce que déjà l'activité, évolue, change, parce que les pratiques peuvent changer, parce que, l'équipe peut évoluer dans un sens ou dans un autre. Donc, il faut pas, il faut c'est pas, j'allais dire une tare, mais c'est pas un aveu d'échec de se dire: «Bon, bah, cette règle-là, faut la réajuster». Au contraire, c'est une force. Il faut pas en avoir honte et au contraire, c'est ce qu'il faut vendre en tant que manager. On revoit la règle, là j'ai un doute, est-ce que vous trouvez qu'elle est toujours pertinente? Et cetera, et cetera. Quelques idées de petites règles, hein, qui peuvent être débattues collectivement parce qu'évidemment, hein, il y a les règles de l'entreprise, vous n'avez pas la main mise dessus, hein. Alors les horaires de travail, c'est pas vous qui les décidez en général, hein, c'est l'organisation, mais les règles, que vous pouvez mettre en place dans vos équipes. Il y a les temps de présence et distance, peut-être que vous avez, la main là-dessus, hein. Comment on répartit, journée pleine, demi-journée, des choses comme ça. Les plages horaires de disponibilité en télétravail, c'est aussi pour vous, la possibilité de limiter l'hyperconnexion. C'est-à-dire que, je ne sais pas, si c'est 18h30, on est bien d'accord qu'à 18h30, plus personne ne se connecte.
C'est la règle et on la rappelle de temps en temps quand on voit que ça déborde. Il y a également des indicateurs de suivi de l'activité que je vous en ai parlé tout à l'heure, comme un moyen d'évaluer la charge de travail. C'est aussi extrêmement important d'être humble par rapport à ça et peut-être qu'il faut les rediscuter. Je prends un exemple, nous à la SC35 dans notre équipe, lorsque le télétravail s'est mis en place, on a mis de nouveaux indicateurs pour mettre en relief auprès de notre manager de proximité des indicateurs pour qu'elle sache si nous on était en surcharge, en sous-charge, voilà, un peu connaître un petit peu notre situation et puis au bout d'un mois, on a ajusté, il manquait des informations qui nous semblaient utiles, on n'avait pas d'espace, pour les intégrer. Donc on a fait évoluer ce système-là, par 2 fois, il me semble et aujourd'hui ça fait 6 mois que ça roule et que c'est pertinent et pour nous, ça a du sens pour nous, mais ça a aussi du sens pour notre responsable, qui arrive à avoir des informations qui sont pertinentes. Et puis évidemment, les moyens de communication, je ne vais pas revenir dessus, Damien vous en a déjà largement parlé, mais effectivement, remettre quelques règles de temps en temps sur, plutôt Teams dans ces cas-là, le SMS que enfin le SMS, le mail, dans ces situations-là, peut-être parfois, recadrer les choses s'il y a du glissement et qu'il y a besoin de recadrer certains points. Je vais repasser la parole à Damien. Il finira, ce webinaire, sur ce dernier point et puis s'il y a des questions, on y répondra et puis s'il y en a pas, tant pis, on va partir du principe que c'était clair. Donc Damien, je te donne la main. Ouais. Alors, 2 secondes, je suis là. Alors, pardon. Oups, voilà. Donc, effectivement, donc, pour terminer, donc juste sur un petit aspect en tant que service santé au travail, on est obligé d'en parler rapidement aussi. Préserver la santé physique de vos collaborateurs parce qu'effectivement, on a pu voir déjà les effets un peu du confinement qui était quand même 100 télétravail, mais là qui quand même, encore aujourd'hui du télétravail dans son ensemble. On sent bien que, au niveau physique, c'est pas la même chose. On n'a pas tout à fait les mêmes installations au poste, on n'a pas non plus la même, activité pour aller se rendre au travail, donc on est un peu moins actif, on est un peu plus sédentaire. Donc finalement, comment faire vous aussi à votre échelle pour permettre à vos collaborateurs d'éviter la survenue des problèmes physiques, c'est qui sont quand même assez essentiels. Ce qu'il faut éviter, c'est effectivement ce petit bonhomme en fait, ou avec en plus les problèmes de surconnexion, d'isolement et cetera que l'on connaît. Alors rapidement pour terminer, parce qu'on va pas ça pourrait mériter l'objet d'un webinaire entier, mais sensibiliser les télétravailleurs au risque du télétravail, ça, c'est des petites choses qui peuvent être rappelées aussi de temps en temps pour, quand vous voyez quelqu'un peut-être en difficulté de santé, parce qu'il commence à avoir mal au dos, il a une prise de poids importante ou ce genre de choses, eh bien, ça peut toujours être intéressant. Donc heu, donc voilà et donc ça peut être mauvaise posture au poste, les sédentarités, vraiment la sédentarité, promouvoir aussi, par exemple, comme le disait juste, sur la slide d'avant, ma collègue, les horaires de travail, parfois ça peut être intéressant de permettre des horaires un peu plus variables, notamment vis-à-vis du midi pour pouvoir, auprès des vos collaborateurs qui puissent aller se rendre à une activité physique ou qui puissent, se rendre aussi, à ou faire une activité physique quelconque et même proposer vous-même des actions, physiques, pourquoi pas aussi. Mais au-delà de ça, également sur le poste et les outils à mettre en place, il y a des petites solutions. Alors, au-delà du siège de travail en tant que tel, voilà, par exemple, nous, ce qu'on essaie de proposer au minimum en télétravail, ce qui n'est pas des solutions non plus, extraordinaires, mais qui permettent certaines choses. C'est au minimum, ce que je pour, synthétiser, ce que je dirais, c'est qu'au minimum, il faut 2 outils déportés qui sont la souris et le clavier. Parce qu'après, même si on travaille sur ordinateur portable, ça nous permet de le mettre à la hauteur, ça nous permet voilà, de le positionner sur un carton, ça comme on le voit ici, de mettre un écran déporté, plus à côté le carton, ce qui permet au moins d'éviter les flexions cervicales constantes sur la journée qui tirent au niveau des cervicales, qui nous permet en plus garder l'ordinateur proche, comme ça du coup on se retrouve un peu recroquevillé, on utilise très peu son dossier. Bref, tout ça pour dire que pour nous, l'essentiel minimum, c'est d'avoir au moins 2 outils déportés, c'est-à-dire, clavier souris, mettre en place aussi, si possible, d'autres outils. Par exemple, ce qu'il est possible de faire, auprès de certaines on a vu ça auprès de managers qui l'ont mis en place avec le soutien de la direction, hein, toujours, mais, définir une enveloppe pour l'achat de matériel à domicile, parfois, ce qui permet, aux salariés
d'acheter du matériel, un siège un peu plus adéquat. Par exemple aussi, quand vous renouvelez votre matériel, proposez ce matériel que vous ne voulez plus pour le télétravail. Prévoir également un catalogue. Alors ça peut être un catalogue neuf, mais ça peut être aussi aujourd'hui, il y a des entreprises qui se lancent dans des catalogues d'éco-sièges ou recyclés, c'est-à-dire que ils recyclent un peu les sièges d'entreprises qu'ils ne veulent plus, qui retapent et après qui revendent à un prix très bas pour justement ces gens qui sont en télétravail notamment. Donc ça peut être aussi sur ces aspects-là qu'on peut avoir un impact, en tout cas positif, sur la santé physique de vos collaborateurs. Je vais arrêter là parce que je vois qu'on est déjà pas mal et donc pour aller plus loin, bon, juste rapidement, donc il y a différents, comment dirais-je, moyens. Donc là, Webikeo, mais il y a aussi des plateformes de services de santé au travail qui proposent d'autres webinaires. L'ANACT aussi, qui est un très bon interlocuteur, notamment sur le dossier télétravail. Je vous invite à aller voir, c'est vraiment intéressant. Nous-mêmes, on a fait créer une fiche pratique sur le télétravail, comment faire à la maison. Là, c'est plus un aspect individuel, les salariés directement, c'est pas plus pour les managers. Et le document unique, etc. Bon, bref, voilà. Je vous remercie pour votre attention et je regarde s'il y a un petit peu de questions. Quels moyens utiliser pour les indicateurs de suivi de l'activité? Ouais, effectivement, une question là sur les indicateurs de suivi de l'activité. Alors, quels moyens alors, la difficulté, c'est entre moyens et outils. Le moyen, ça va être vraiment d'interroger déjà vos collaborateurs. C'est difficile de répondre parce que comme ça, hein, j'ai pas une réponse toute faite évidemment parce que ça dépend de votre activité, de ce que vous faites, des métiers, etc., etc. Pour illustrer mes propos, nous, quand on a mis un outil en place, l'objectif c'était déjà que chacun puisse exprimer son ressenti sur sa charge de travail. Est-ce que je suis dans le rouge? Est-ce que je suis orange ou est-ce que je suis vert? C'est déjà un premier indicateur. Et ensuite, à chacun un petit peu d'exprimer d'expliquer la situation. Si je suis dans le rouge, j'explique d'une manière très rapidement. On a un tableau. J'explique là une grosse étude qui prend beaucoup plus de temps. Je vais pas être dispo tout de suite. Ou je suis dans le rouge, mais parce que j'ai plus de travail. Finalement, les choses, beaucoup d'études ont été très rapides, se sont décantées. Je suis dispo. Des choses comme ça. C'est aussi un indicateur. Ensuite, pour la responsable, si elle voit que alors nous, c'est un indicateur qu'on remplit toutes les semaines. Si au bout de 3-4 semaines, elle voit qu'un de ses collaborateurs, il a mis 4 fois de suite dans le rouge, eh ben, elle vient nous voir et puis elle dit pourquoi, voilà, qu'est-ce qui fait que tu es en difficulté ou que tu es toujours dans le rouge, comment je peux t'aider, est-ce que vraiment il y a un gros souci, tu veux qu'on te mette vous voulez être à 2 ergonomes sur cette étude parce que finalement on s'en était pas rendu compte, mais c'est une étude vraiment très importante qui est trop coûteuse en temps et voilà, des choses comme ça. Ça reste l'indicateur pour évaluer la charge réelle ne peut pas être juste un indicateur chiffré de 5 études, 7 études, parce que ce que je vous disais tout à l'heure, il ne dit pas derrière le travail qui est La réalisé, charge. mais c'est la charge, mais c'est un moyen pour le manager de se dire ah bah là, je vais quand même aller voir Hélène, ça fait 4 semaines qu'elle me dit qu'elle est dans le rouge, je vais essayer de voir ce qui se passe. Et puis ça Et permet aussi d'engager, en fait, moi depuis 4 semaines, j'ai été hyper douloureuse, j'ai pas avancé comme je voulais, et cetera, et cetera. Et à partir de là, ça vous donne des clés pour mettre en place des actions. et donc même, du coup, plus que les moyens, c'était effectivement l'outil que L'outil, madame Kernen, nous, c'est un fichier concernant. Excel en fait, c'est un fichier Excel qu'on remplit. J'ai pas vraiment d'outils, enfin, on n'a pas vraiment d'outils, spécifiques, qui existent. Non, nous, c'est un fichier Excel partagé avec tout le monde. Chacun a sa case et on remplit toutes les semaines, chacun sa case en mettant une petite croix. Si je suis dans le rouge, je suis dans le vert. Et puis, il y a un pavé commentaire où on dit ce qu'on a à dire pour Ouais, ça notre nous permet responsable. d'étoffer un peu la réponse parce que des fois, juste cocher, c'est pas très explicite. Donc en plus, on peut expliquer, voilà, pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Et du coup, en Mm. fonction aussi du commentaire, parfois, notre manager vient nous aborder en disant, du coup, là, ce commentaire-là, il me pose question. Justement, les signaux faibles peut-être qu'on peut avoir, notamment si on est en sous-charge ou pas. Et bon, ce qui ne nous arrive pas souvent, mais mais en tout cas, C'est vrai. c'est plutôt la surcharge. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'effectivement, c'est de s'adapter. Après, on peut pas vous donner un outil tout fait parce que malheureusement, on a tous des activités de travail différentes et donc c'est plutôt pour repartir à partir de l'activité et se dire: «Bon, voilà, votre activité, qu'est-ce que vous devez faire?
qu'est-ce qui peut vous poser problème et où est-ce que vous vous sentez bien ou pas bien et comment, voilà, mettre une partie commentaire, mettre une partie genre un Mais petites choses toutes simples, hein, qui peuvent être mmh, mises en place, hein, mais vraiment. en fait, l'objectif réel de cet outil-là, c'est pour le manager, avoir des informations sur comment va mon équipe individuellement. Ouais. C'est Sans aussi un mmh, indicateur de voir si tout le monde est dans le rouge, et ben, peut-être qu'il y a un problème d'effectif et il manque du monde. Et à celle ça enfin, je dis ouais. elle parce que c'est une femme qui nous qui est notre manager, ça lui donne aussi, elle, des arguments pour ensuite aller voir sa direction en disant: «Mais moi, mon équipe, depuis 6 mois, ils sont dans le rouge et je veux et là, c'est un manque de il y a un manque d'effectifs, on peut pas faire plus». Oui, Voilà, c'est des choses ça comme donne ça. des Mais l'idée, voilà, c'est mmh, vraiment que pour c'est pas de que vous, ça vous donne, une visibilité, voilà, sur la ouais charge de travail. et ça Ça a donne pas en d'autre plus des arguments prétention que auprès de la ça. direction pour remonter les choses, ça donne en plus des éléments un peu factuels et donc voilà. Mmh. J'espère qu'on a répondu à votre question. Eh bien, le live est terminé, Oui. donc on va vous remercier en espérant qu'on a un petit peu, apporté quelques éclairages et que ça va vous permettre, d'être un petit peu enfin, je suis certaine que vous êtes aidants, mais voilà, des outils un petit peu plus, spécifiques, pour soutenir vos équipes. Merci à tous Et et puis, je terminerai aussi en rappelant que, beh, vous pouvez faire appel à votre médecin du travail pour, des questions si vous êtes en difficulté aussi auprès de vos collaborateurs et que vous ne savez pas trop par quel bout se prendre. On est là aussi pour vous accompagner sur ces sujets-là donc par contre, l'interlocuteur privilégié par lequel doit passer toute demande, c'est le médecin du travail. Donc rapprochez-vous de lui, vous pouvez, de vous-même le faire et donc on sera, heureux et ravis aussi de vous aider si besoin. le Je médecin vous du s travail, effectivement. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis, bon courage Merci dans à la gestion de vos tous. équipes. Au revoir. Au revoir.